Bonjour, dans cette émission donc nous allons partir en Centrafrique. Alors le Centrafrique, nous sommes en 2005 et donc Volange, donc l'officier traitant de la DGSE, il est nommé chef de poste en Centrafrique. Et dans ce pays, donc en fait la Centrafrique c'est un grand pays immense, hein, pas beaucoup d'habitants, sous-développé, avec des immenses richesses minières. Si vous regardez un peu l'actualité, les Russes avec les sociétés militaires privées sont présents en Centrafrique, pas pour faire du tourisme. Donc c'est eux qui accaparent les richesses, avant c'était les Français. Alors chez nous en France, donc on a cet officier traitant qui va être nommé chef de poste là-bas. Et donc il y a un dictateur qui est nommé par la France, hein, c'est François Bozizé. Il a fait 2 coups d'État. Avant il était chef d'état-major, il a essayé une première fois un coup d'État, ça a raté. La deuxième fois avec l'aide des Tchadiens, avec l'armée tchadienne, il a réussi. Donc François Bozizé, lui, il gouverne le pays, hein. Et donc dans le livre, on découvre qu'en fait Volange, il doit étudier le pays. Donc il se documente sur le pays avant de partir de Paris. Il voit un peu le ouzou du palais présidentiel, hein, du dictateur, qui est quoi, qui fait quoi et tout ça quoi. Et donc il doit aussi connaître les employés de l'ambassade de France parce qu'il travaille là aussi. Il regarde un peu la rébellion, les acteurs économiques. Donc en fait, un chef de poste, il a une documentation complète et il doit connaître le pays avant d'arriver là-bas. Donc il part pas comme ça, comme un simplet. Et donc il a une anecdote qu'il raconte dans le livre, c'est que son successeur qui arrive là-bas, lui dit comme ça qu'il connaît pas l'Afrique, qu'il a jamais mis les pieds en Afrique. Et lui, dans sa tête, il s'est dit ambiance, ça promet avec les Africains. Voilà. Donc, il y a un ex-colonel qui lui a dit aussi à Paris, un ex-colonel de la DGSE, qui lui a dit, écoute, il y a un triptyque à faire en Afrique. Les endroits les plus pourris sont les plus sympas. Et donc, il lui conseille de faire Kinshasa, ça il l'a fait. Puis, Bangui, c'est ce qu'il va faire maintenant. Et après, Abidjan. Voilà, donc c'est le conseil que lui a dit l'ex-colonel. Il lui a dit les endroits les plus pourris en Afrique sont les plus sympas, quoi. Donc, il arrive là-bas en Centrafrique. Il est nommé chef de poste de la DGSE en Centrafrique, plus conseiller sécurité du dictateur François Bozizé. C'est le dictateur qui gouverne le pays, quoi. Et donc il a des ministres au palais du dictateur, et des ministres qui ont étudié la plupart en France. Ils racontent qu'ils sont sympas, ils sont instruits, c'est ce qu'il dit, quoi. Et donc il raconte aussi qu'entre eux, les ministres, ils se traitent de nègres. Et il dit nègre, viens ici, toi. C'est ce qu'il remarque, quoi. Donc ils se disent des nègres. Mais il dit que quand même l'ambiance était bonne, il y avait de l'humour et tout ça, quoi. Et il vivait aussi dans une villa. Il raconte aussi avec sa femme Irène et les enfants, hein. Donc il avait l'habitude de vivre avec ses enfants en Afrique. Ils avaient une poule et un poulet. C'était pour tuer les petits serpents. Il y avait un gardien qui mettait le feu pour empêcher les gros animaux de rentrer dans la villa. Il y avait un caméléon gréco. Voilà, c'est ce qu'il disait, quoi. Alors l'attraction touristique de Bangui, c'est aller au fleuve. Il y a un fleuve en fait. Ils racontent dans les livres, et donc ils disent qu'il faut jeter des poulets vivants dans le fleuve parce qu'il y a 2 crocodiles qui vont les manger, 2 mâles, un qui s'appelle Jean-Jacques et l'autre, je sais plus comment, Jean quelque chose, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, j'ai oublié. Alors il y a une fête, une tradition à Bangui, une fois par an, il y a une course de pirogue sur ce fleuve, dans la capitale, quoi. Et il y a le président qui assiste à cette course de pirogue. Et lui, il raconte qu'il est toujours invité, et il est toujours dans la suite présidentielle, dans les podiums, quoi, avec le dictateur. Il assiste à cette course de pirogue aussi. Alors, il raconte aussi dans le livre que, bon, comme la société était en constante évolution, qu'il y a eu des coups d'État, tout ça, donc de nouveau, il doit recruter des sources humaines. Et dans le livre, plusieurs fois, moi je l'ai vu, il appelle les sources humaines les cheptels. Les cheptels, c'est comme des vaches, hein, dans les bovins, dans les prairies. Les cheptels, c'est une espèce de groupe de bovins, de bœufs, quoi. Donc il les traite de cheptels, quoi. Les sources humaines sont appelées des cheptels dans les livres, quoi. C'est un peu bizarre. J'avais jamais vu cette expression de cheptels. Enfin, dans les livres que je lis, on appelle toujours les sources humaines. Des gens qui vont vous renseigner sur l'activité politique. Donc, en fait, ils recrutent des sources à gauche, à droite, hein, dans l'opposition, chez la rébellion. Ils jouent sur les 2 tableaux. Et donc, au palais, il fallait pas trop compter sur le dictateur pour avoir des sources humaines. Mais il avait un indique quand même au palais du dictateur Bozizé, quoi. Ça, c'est ce qu'on apprend, quoi. Alors, il y avait aussi un affairisme
Depuis 3 ans qu'il était là, il a pris le pouvoir en 2003, on est en 2006. Il raconte qu'il y avait un affairisme dans le pays, quoi, pour accaparer les richesses, quoi. Alors, il y a aussi un chapitre sur les sources, hein. Donc il recrutait plusieurs sources, hein. Donc lui, comme il travaillait à l'ambassade, il donnait rendez-vous aux sources humaines, aux indiques, qui le renseignaient sur le pays, sur l'environnement du dictateur Bozizé. Il donnait un rendez-vous à l'ambassade ou alors chez des amis. Il pouvait dîner avec des Noirs dans un restaurant, jusqu'à une certaine limite, mais quand c'est devenu une source sensible, qui avait des renseignements précieux et confidentiels, il y avait un mode opératoire et donc il ne pouvait pas aller dans un restaurant ou dans un bar. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il roulait la nuit, hein. Il roulait la nuit avec un assistant. L'assistance, par exemple, si c'était une avenue et qu'il avait un rendez-vous dans la brousse ou quelque part comme ça sur une petite route, il téléphonait 5 minutes avant à sa source pour lui dire qu'il arrivait, pour lui dire est-ce qu'il est prêt, il n'est pas prêt. S'il n'était pas prêt, il dégageait. Hein. Volange, il reste pas. Volange, c'est le nom de l'auteur du livre. Donc il restait pas là parce qu'il fallait pas tourner, c'était dangereux. Et puis il fallait se méfier des dispositifs à l'arrière. C'est pour ça qu'il y avait son assistant qui était planqué en amont pour voir s'il n'était pas suivi, parce qu'il pouvait avoir des sources aussi qui jouaient double jeu, qui renseignaient le palais du dictateur François Bozizé que Volange recrutait. Donc il avait un poste sensible, il explique qu'il était suivi, qu'il ne pouvait pas agir comme il voulait, quoi, parce que c'était un Français, vous savez, les Français spécialistes des coups d'État, pas nous, mais les militaires français de la DGSE, c'est des spécialistes, les civils aussi, quoi. Donc il expliquait que pour les sources sensibles aussi, donc il donnait des rendez-vous pointus à l'heure, il fallait être là, s'il n'est pas là, il dégageait. Ou alors il explique aussi, par exemple, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il arrivait à un carrefour, il laissait la vitre passager ouverte, et il y avait une voiture qui arrivait à côté, donc vis-à-vis des gens qui étaient sur le trottoir, là-bas, ils ne voyaient rien. Donc la source qui recrutait pouvait lui jeter les documents, c'est ce qui arrivait, quoi. Il jetait les documents et partait, quoi. Donc il explique qu'il faisait ces techniques, il utilisait ces techniques pour avoir des documents et tout ça, des renseignements, quoi. Donc il a recruté beaucoup de sources humaines, hein, en Centrafrique. Alors un soir aussi, il explique aussi dans les livres que, par exemple, je vais vous expliquer, en fait, il faut se comprendre une chose, à Bangui, il y a des quartiers, hein. Des quartiers tenus par des ethnies locales, et par exemple il y a des quartiers avec des gens originaires de pays extérieurs. Ces quartiers, on pouvait vite comprendre qu'il y avait des rébellions, ils avaient leur propre quartier, des opposants. Il y avait un quartier à Bangui, c'était à eux. Par exemple, si vous étiez Camerounais, vous allez dans le pays des expatriés, dans le quartier des expatriés, habiter là-bas. Et un jour, donc, il avait son gardien, un pauvre gardien, un des gardiens qu'il avait, il en avait plusieurs. Donc, il va le accompagner avec le 4x4 chez lui, donc il arrive dans ce quartier. Il s'est arrêté pour acheter des bonbons, mais vous savez, quand on arrive dans ces quartiers, tout le monde vous voit. En fait, ce qu'il veut expliquer, c'est que tous les gens, c'est des mouchards, quoi. Et il s'est arrêté pour acheter des bonbons pour ses 2 enfants qui étaient avec lui dans le 4x4. Et il raconte qu'automatiquement, le gardien a informé un policier, même le policier l'a vu, hein, dans la rue, dans ce quartier. Automatiquement, ils ont informé le palais du dictateur François Bozizé. Et c'est arrivé sur le bureau du DIRCAB, réunion du DIRCAB avec ses conseillers policiers et militaires. Et il y a un indique dans le palais qui téléphone à Richard Volange. Je lui dis, écoute, tu as été aperçu dans le quartier des opposants politiques. Ils ont peur de toi, ils disent qu'est-ce que tu fais là, c'est étrange. Mais bon, cette affaire, c'est assez. Mais quand même, ils avaient quand même des doutes sur Richard Volange, quoi. Alors voilà, ça c'est pour une chose, ça c'est déjà la première chose. Oui, donc François Bozizé, donc il a fait un coup d'État, il est là depuis 2003 grâce au Tchad, hein, qui l'a aidé. En fait, le Tchad, il considère le pays, la Centrafrique, comme leur précaré. C'est-à-dire qu'ils soutiennent un dictateur en place contre des autres rebelles du pays, quoi. Et donc c'est comme une mémoire tampon en informatique, quoi. Vous voyez, si les rebelles ils veulent prendre le Tchad, le Tchad il intervient. S'ils veulent dégager les dictateurs, le Tchad il intervient aussi. Donc c'est grâce au Tchad en fait qui gouverne la Centrafrique, quoi. Le Tchad qui est, je vous rappelle, qui est comment dire, un État qui appartient à la France. C'est la France qui dirige le Tchad. Quand il y a des opposants politiques, on envoie des mirages, des militaires français pour sauver la peau du dictateur, parce que sinon il va être balayé depuis longtemps. En fait, la France ne veut pas de démocratie dans le Tchad, quoi. C'est pour ça qu'il y a les Français, les bases militaires en France, quoi. C'est leur précaré à la France. Tous des pays, la Centrafrique, le Tchad, le Niger, tout ça, c'est des pays qui appartiennent à la France, quoi. On découvre aussi dans le livre que, bon, comme le Tchad a aidé François Bozizé à prendre le pouvoir,
bah, il y a des conseillers militaires au palais présidentiel, il y a les militaires dans l'armée centrafricaine, des Tchadiens, quoi. Donc il faut rémunérer tout ça, quoi, et ça cause des soucis. Et donc, Bozizé, il veut peut-être l'indépendance de la Centrafrique, mais il se méfie aussi de la France, parce qu'il sait que la France, elle tient le Tchad, quoi, en main, quoi. À cet effet, donc je vais vous lire quelques passages très instructifs sur le Tchad. Qu'est-ce qu'il dit Richard Volange dans le livre sur la rébellion? Parce que c'est un peu complexe, comme je vous ai dit. La Centrafrique, ils ont dégagé la Séléka. Hein. La Séléka qui existe, c'est une rébellion en Centrafrique. Dans la Centrafrique, il y a plusieurs groupes rebelles. Hein. Il y a des petits, des grands, des moyens. Et donc je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit Richard Volange. C'est très instructif pour comprendre la Centrafrique. Une rébellion plus ou moins affiliée à Potassé. Ange-Félix Potassé, c'était l'ancien dictateur qui était en Centrafrique avant qu'il disparaisse parce qu'il avait des velléités d'indépendance. La France l'a dégagé, quoi. Il n'appréciait plus ce dictateur, quoi. Subsistait dans le nord du pays sur la frontière tchado-camerounaise. D'autres rébellions ethniques se formaient avec des Centrafricains qui estimaient ne pas avoir eu leur part de gâteau. Dans le nord-est, la partie musulmane du pays, là où se rejoignaient trois frontières, Tchad, Soudan, Centrafrique, les habitants étaient cantonnés au rôle d'éleveurs, de chasseurs et de gardiens des immenses parcs nationaux. En raison de la déliquescence du tourisme, ils n'avaient pas grand-chose pour vivre et s'agaçaient d'être tenus à l'écart du pouvoir. Leur rébellion prit plusieurs formes jusqu'à devenir la Séléka, coalition ethnique de groupes rebelles, avec de vrais combattants qui prendront le pouvoir en 2014. Fin 2006, les rebelles montèrent une première coopération à Birao, aux confins du nord-est, non loin du parc où le président Valéry Giscard d'Estaing allait jadis chasser les animaux. Les rebelles mirent en fuite la garnison de soldats réguliers et s'emparèrent de la ville. La France décida alors d'intervenir. Des mirages positionnés au Tchad, à N'Djamena, écrasèrent la rébellion avec des passes de canon destructrices. Toutefois, la partie des opposants se repositionna dans le nord du pays. La France déploya donc des hélicoptères et des troupes au sol. 200 militaires français participent à l'opération pour tuer les rebelles. C'est Jacques Chirac qui donna le feu vert. Après avoir maté l'insurrection, nous avons fait comprendre à Bozizé qu'il serait bon d'inclure l'ethnie rivale dans son administration. Le président a lâché quelques postes secondaires de conseillers, mais ça n'a pas suffi. En 2017, rebelote. L'opposition s'empare de nouveau de Birao, au moment où le chef d'état-major de l'armée française se trouve en visite à Bangui, au cœur d'une tournée africaine qui scelle les nouveaux accords de défense. C'est Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, qui avait souhaité revoir ces accords, car il voulait plus d'interventionnisme français, souvent mal vu sur le plan diplomatique. À Bangui, nous étions dans le bureau quand l'information du putsch et de la prise de Birao nous est parvenue. Le chef d'état-major a aussitôt décroché son téléphone pour ordonner à 2 mirages de décoller. En quelques heures, tout était résolu, la rébellion était écrasée. Sans parvenir à prendre la tête du pays, les opposants ont poursuivi le combat et se sont patiemment organisés. Ils finirent par accéder au pouvoir en 2014 avec la pluie des militaires du Tchad. Entre-temps, Bozizé s'est rapproché de l'Afrique du Sud, délaissant et lassant ainsi ses anciens partenaires. Donc il a abandonné ses partenaires, quoi, le dictateur François Bozizé. Pourquoi l'Afrique du Sud? Pour un accord prétendument gagnant-gagnant, la Centrafrique ouvrait gracieusement ses mines de diamants au grand pays d'Afrique australe, qui offrait à Bozizé du matériel de guerre, de vieux blindés des années 80 qui avaient servi lors de la guerre contre les Cubains en Angola, quoi. Le torchon a brûlé entre Bozizé et le Tchad. Pour cela, il faut comprendre les raisons de la perpétuelle ingérence tchadienne en Centrafrique. Leur lien avec le pouvoir en place permettait aux Tchadiens de contrôler leurs propres frontières. Comme je vous avais expliqué, c'est une frontière tampon parce qu'il y a des groupes rebelles. Et donc, le Tchad, ils ont peur des rebelles, hein, parce que vous savez, la rébellion, ils veulent la démocratie. Le dictateur tchadien, Idriss Déby, lui, il veut pas la démocratie. C'est un autoritaire. Il massacre les opposants politiques et tout ça, quoi. En Centrafrique, on trouvait une autre rébellion, l'APRD, l'Armée populaire pour la restauration de la démocratie, dirigée par Jean-Jacques Demafouche et Abdoulaye Miskine. Ce dernier était l'un de mes contacts utiles. Je le voyais discrètement, même si Bozizé était au courant, le président fermait les yeux. Un jour, il m'avait dit clairement, Miskine te renseigne, car il a besoin de fric. Voilà si c'est arrange, mais ça ne servit à rien. Donc, voilà, j'ai dit que le président avait raison, sauf une fois. Voilà, donc, nous sommes le 11 juin 2007, et il y a une fille qui s'appelle Elsa Serfas. C'est une jeune ingénieure qui travaille chez Eiffage. Elle a pris une année sabbatique, une année de congé, et en fait, sous son propre argent, elle a acheté une camionnette, un 4x4 quoi, pardon. Elle l'a équipé de matériel d'infirmerie, hein, de secours, hein, pour soigner les gens, et en fait,
Elle veut aider plusieurs régions, quoi. Donc elle sillonne la région pour apporter des soins médicaux. Elle a un chauffeur, elle est accompagnée avec un chauffeur, avec une infirmière, et donc elle est là assise à l'arrière, et ils sont sur une route. Et en fait, il y a l'APRD, donc c'est un petit groupe rebelle, un des groupes rebelles en Centrafrique. Sur cette route, ils vont tirer la mitraillette sur la 4x4, et elle va mourir de convulsions. Et ils vont laisser repartir le 4x4 avec le chauffeur et l'infirmière. Donc ils vont pouvoir raconter tout ce qui se passe à l'officier de la DGSE. Et donc, en fait, comme je vous ai dit, elle voulait apporter de l'aide aux pauvres citoyens, quoi, aux gens qui meurent de faim là-bas. Elle voulait apporter de l'aide sanitaire, médicale, quoi. Et donc, lui, Richard Volange, l'officier de la DGSE, quoi, le conseiller sécuritaire de Bozizé, il appelle Miskin. Donc Miskin, il a des contacts avec un groupe rebelle, ou il représente le groupe rebelle aussi. Et donc, il l'appelle, il lui dit: qu'est-ce qu'ils foutent tes hommes? Pourquoi vous avez tiré? Donc, il se renseigne, il explique en fait qu'ils ont confondu le 4x4 qui était de couleur blanche avec le même 4x4 de la guerre présidentielle, hein, parce qu'en fait, la guerre présidentielle, ils sont connus pour tuer les opposants politiques. Et donc, ils ont mitraillé ce 4x4 de l'ingénieur. En fait, l'ingénieur, il faut savoir aussi que c'est l'élu d'une... C'est la fille d'une élue locale en France, quoi. Voilà, pardon, excusez-moi. Et donc, elle est morte, quoi. Et donc, il est à l'ambassade, et il explique dans le livre qu'il est avec l'ambassade, avec le consul. Et donc, ils appellent Miskin, et donc le consul, il entend toute la conversation, parce qu'en fait, à l'ambassade, tout le monde se méfiait du chef de poste de la DGSE, de lui, quoi. Parce qu'il y avait de l'espionnite. Donc, tout le monde se méfiait de lui, parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui, parce qu'on est dans une dictature. On ne sait pas si demain on va vivre. Donc c'était l'épisode de l'espionnage, c'était comme ça que je le décris dans le livre. Donc il appelle le Miskin, et le Miskin en fait c'était son indique qui le renseignait, mais Bozizé il était tolérant et le laissait parler avec le Miskin, quoi. Et donc Miskin lui explique que c'était une erreur des hommes et tout, et qu'il va faire fusiller les coupables, quoi. C'est comme ça qu'il le dit dans le livre. Donc ça c'est l'épisode du 11 juin 2007. Alors, le 14 juillet 2007, il y a aussi un autre épisode un peu plus hard. Et là, donc, il y a une cérémonie qui est organisée pour la fête du 14 juillet à l'ambassade. Il y a le consul, l'ambassadeur, il y a lui qui est là. Tout le monde est en ordre, en rang comme les militaires dans la cour. Et le dictateur, il arrive avec son 4x4, plus un camion avec des gardes présidentielles, des militaires de la garde présidentielle, hein. Et en fait, il y a un gendarme, il y a deux gendarmes, il y en a un qui interdit au camion de passer dans l'enceinte de l'ambassade, ils leur interdisent. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les gardes présidentiels, ils sont descendus du camion, ils ont tabassé le gendarme français. Et donc, ils l'ont tabassé, et donc, Potassé, lui, il est au courant de la situation, hein, donc la cérémonie continue, mais il ne dit rien du tout. Il est taiseux. Et donc l'ambiance, on va dire qu'elle est mauvaise, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on voit. Et en fait, après cette cérémonie, donc Richard Volange, le conseiller militaire, il est convoqué au palais présidentiel du dictateur François Bozizé. Et Bozizé lui dit c'est pas une attitude diplomatique avec les gendarmes à l'accueil d'empêcher mes gardes militaires de rentrer dans l'ambassade. L'attitude de la France n'est pas correcte. Il fait porter tout ce tabassage, enfin, il fait porter la responsabilité sur les gendarmes français, sur la France, sur l'ambassade, c'est eux qui sont en tort et se jouent en victime, et il a promis qu'il ne viendra plus jamais à une cérémonie, et effectivement, il n'est jamais revenu à une cérémonie du 14 juillet à l'ambassade, quoi. Donc ça c'est pour l'épisode, et on découvre aussi dans les livres qu'il y a aussi un autre général, un général français, j'ai oublié le nom, qui est aussi conseiller militaire, sécuritaire, quoi. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, il y avait aussi trois membres des forces spéciales françaises qui donnaient des formations à la garde présidentielle, aux militaires du pays. Et ces trois forces spéciales, parce que la France, elle va être fâchée contre... Enfin, ils ne sont pas d'accord avec les méthodes du dictateur. Ils vont rapatrier les trois militaires français, les forces spéciales. Et il va pas être content, le dictateur François Bozizé, parce qu'il avait acheté des MV9 pour sa garde présidentielle, pour ses hommes. Et donc, il aimerait bien qu'ils reviennent, quoi. À cause du tabassage des militaires français, enfin des gendarmes français... qui assuraient l'accueil à l'ambassade, à l'entrée, qui avait interdit
au canot de rentrée. Donc voilà, donc cet épisode, c'est ce qu'on raconte dans le livre. Donc nous sommes en 2007, et, on a le dictateur tchadien Idriss Déby, hein, donc il est en lutte armée face aux rebelles qui veulent instaurer la démocratie au Tchad. Et ces hommes sont affaiblis, et donc ils demandent à l'autre dictateur en Centrafrique, François Bozizé, de l'armement du 14,5 mm pour compenser les pertes de l'armée tchadienne. Et donc Richard Volanges, il explique qu'il est chez le maire en train de dîner avec l'autre général français, conseiller militaire du palais de François Bozizé, enfin militaire français quoi. Ils sont en train de déjeuner, ils reçoivent un message en même temps. Ils s'absentent tous les deux en même temps. Lui, il arrive à l'ambassade. Il reçoit un coup de fil du général français, qui est conseiller militaire du palais du dictateur François Bozizé, il lui dit, je suppose que vous avez reçu le même message que moi. Et en fait, le message, qu'est-ce qu'il demande? Paris demande à François Bozizé de livrer de l'armement pour Idriss Déby. Et donc, oui, pour Idriss Déby. Donc, François Bozizé, il acquiesce. Et donc, Paris va mettre à disposition un C-130 français, basé au Gabon, chez un autre dictateur africain soutenu par la France, quoi. Et cet avion il va être affrété pour charger l'armement pour le livrer à Idriss Déby. Donc Idriss Déby va pouvoir se sortir des mailles du filet, quoi. Donc il affronte une rébellion qui veut la démocratie et plus la dictature dans son pays, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire, c'est que la France, ils ont une relation privilégiée avec François Bozizé, parce que bon, il a été soutenu par le Tchad, c'est-à-dire la France, quoi, et donc il a intérêt à livrer les armes, quoi. C'est ce qu'on voit dans les livres, quoi. Donc il lui dit allô, allô, comme ça, quoi. Donc il faut qu'il acquiesce, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est un chef d'État à l'ancienne, hein, qui fonctionne avec les anciens canaux. Par exemple, quand Sarkozy était au palais, il a supprimé des postes du style Foccart, qui est en relation avec l'Afrique. Et donc, il a créé des canaux. Il utilisait des canaux de communication pour parler avec l'Élysée, avec le président français à l'époque Sarkozy. Il utilisait Richard Volanges pour les messages. Il avait des demandes, en fait, des demandes d'argent. Hein. François Bozizé demande de l'argent principalement à la France, quoi. Alors, il y a un épisode, hein, donc par exemple Richard Volanges, il explique qu'il était convoqué à 23 h le soir au palais du dictateur, il prenait jamais son téléphone parce qu'il avait peur que les militaires allaient fouiller, donc il les laissait dans la voiture quand il arrivait au palais du dictateur. Et donc il explique qu'il arrive dans le palais, hein, dans la pièce où il trouve le dictateur François Bozizé à moitié à poil, quoi. Il marche pieds nus, il titube. Et sans faire exprès, il a actionné un bouton alarme, quoi. Il y a un bouton alarme, en fait, il y a deux gardes. Il explique, Richard Volanges, il y a deux gardes surarmés qui arrivent, c'était prêt à tirer, et le dictateur, il a crié sur les gardes, il leur a dit de dégager, que c'est une erreur de sa part. Voilà, quoi. Et il explique que les gens de discussion qu'il avait avec lui, en fait, il parlait de nouveau de sécurité, il parlait de l'armée, il parlait de tout ce qui est question sécuritaire avec le dictateur. Le dictateur, il avait des demandes, hein, donc il avait une demande d'argent, projet économique, sécurité, intervention dans les pays à côté, qu'est-ce qui se passe, il demandait des renseignements, quoi, sur les pays voisins. Il demande de se renseigner sur... il avait aussi une demande pour se renseigner sur les hommes d'affaires français qui voulaient faire du business en Centrafrique. Donc il avait demandé à Richard Volanges de se renseigner, quoi. Donc c'était pas... il y avait un conflit d'intérêts, quoi. Donc il est un peu bête, quoi, ce président, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait encore dire? Donc sous recommandation donc, de Richard Volanges, donc comme il était conseiller militaire, il avait réorganisé... il y avait plus depuis la prise en fait, depuis le coup d'État de François Bozizé, il n'y a plus de services de sécurité. Donc, lui, Richard Volanges, l'officier de la DGSE, va mettre en place des services de sécurité. Ils vont choisir le nom, Bureau national de documentation. Donc, c'est avec le dictateur qu'ils l'ont choisi. Ce Bureau national de documentation, il existe toujours à cette époque, en 2023. Et donc, il va réorganiser les services de sécurité. Il va faire venir des vieux ordinateurs de la DGSE de France en Centrafrique. Il va faire venir des imprimantes, des cartouches, toute la France. Il va donner des moyens pour qu'il y ait un service de sécurité minimum qui existe. Et il y en a un qui s'appelle Guanja. Alors Guanja, lui, il avait été recruté par Moussa Koussa, le chef des services secrets libyens en Libye, quoi. Et en fait, il y a plusieurs rebelles, il explique dans le livre qu'ils avaient été recrutés par Moussa Koussa, quoi. Et ce Guanja, il va devenir le big boss du Bureau national de documentation.
Et François Bozizé, en fait, il a un directeur de cabinet, et en fait, c'était lui qui recevait les questions sécuritaires, et il veut plus s'occuper de ça, quoi. Donc, il va pouvoir être libéré d'une tâche. Et en fait, c'est Richard Volanges qui va former les hommes du Bureau national de documentation et tout ça, quoi. Donc ça, c'est pour l'histoire de Guanja, quoi. Alors, la première bonne idée de Richard Guanja, le nouveau directeur du BND, Bureau national de documentation, c'est d'introduire un marchand ambulant qui va vendre des produits. En fait, ce marchand ambulant, il va être infiltré en zone rebelle et il va vendre là-bas du dentifrice, du parfum et des produits qu'on ne trouve pas dans ce côté de ce pays-là, quoi. Et en fait, ce marchand ambulant va renseigner Guanja et le BND des positions des rebelles, de ce qu'on dit, on dit, voilà, quoi. Donc c'était une bonne idée qu'a vu Richard, quoi, d'envoyer des petits espions camouflés en marchand ambulant, quoi. C'est ce qu'on découvre dans le livre. Alors en 2008, Guanja, Richard, donc, il a été nommé ministre de la Sécurité publique. Un nouveau directeur est nommé, il vient de France, et en fait c'est un proche de Bozizé apparemment, et c'est un trafiquant, il magouille, et en fait il extorque de l'argent aux commerçants, il les fait convoquer au bureau du BND, et là ils attendent dans le hall pour leur prendre de l'argent, et en fait il les accuse de subversion, soi-disant. En fait Richard Volanges, il a compris que c'était un escroc. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que comme lui, il arrive dans le BND, il doit attendre comme les autres, et donc les commerçants ils se posent des questions, ils disent pourquoi il y a un blanc qui attend dans le couloir comme nous, quoi. Et en fait, les locaux ils le prenaient pour un espion ou un commerçant qui devait payer pour avoir la paix, quoi. C'est ce qu'on voyait, quoi. Ensuite, donc il informe le président il explique que ce directeur ne convient pas au BND, c'est un escroc et tout ça, le président il le laisse là. Il va falloir attendre 2 ans pour le virer. Et en fait, Richard Volanges ne veut pas travailler avec lui, il ne veut pas le former sur ordre du président, parce qu'il n'a pas confiance en lui, il n'est pas fait pour ce poste, quoi. Il faut qu'il fasse autre chose. Et donc, il ne va pas faire la formation de cette personne, quoi. Et comme je l'ai dit, il faut attendre 2 ans pour qu'il soit révoqué. Alors, il y a aussi un autre problème aussi, c'est qu'au palais présidentiel, le dictateur François Bozizé, il avait beaucoup de conseillers, conseillers militaires, économiques, enfin tous les sujets. Et parmi ces conseillers, il y avait beaucoup de cisanie entre lui et les conseillers, c'est-à-dire que quand lui il arrivait au palais pour parler au dictateur, le dictateur il disait ok on va le faire, et puis quand un autre conseiller venait il changeait d'avis, ça changeait d'avis tout le temps, chaque fois qu'il y avait un conseiller il changeait d'avis parce qu'il écoutait plus les conseillers que Richard Volanges, quoi. Ensuite, on voit que en fait, le dictateur il a transformé les ambassades et les diplomates en apporteurs d'affaires. En fait, c'était devenu un endroit pour faire du business. Et c'était pas la mission qui était effectuée par une ambassade normale, quoi, c'est-à-dire aider les concitoyens à avoir des documents d'identité. Et en fait, ils mettaient des affairistes dans les ambassades pour qu'ils apportent des affaires, et les Bozizé les appelaient les apporteurs d'affaires dans l'ambassade. Et il y en a un notamment qui va faire il va faire son entrée dans la politique. C'est Saif Durbar, c'est un affairiste pakistanais, un escroc. Il est sur liste noire des États-Unis. Et en fait, il va faire l'intermédiaire pour la vente d'un C-130 à la Centrafrique. Et ce C-130, il va être en fait défectueux, il est pourri, qu'en fait. Il va le vendre, il va empocher l'argent. Et en fait, donc il va le vendre à la Centrafrique. Et en fait, ce C-130, il a une histoire, c'est que ça appartenait à l'armée de l'air jordanienne. Il traînait, il était pourri, il était dans une base américaine. Et donc, le Pakistanais va lui faire changer le moteur pour qu'il vole. Et ils vont le repeindre. Et en fait, il a volé que 3-4 fois, quoi. Donc, les Centrafricains, ils ont perdu tous leur argent là-dedans, quoi. C'était une mauvaise affaire. Et ce Saif Durbar, vous savez qu'est-ce qu'il... Donc, il va faire des autres affaires. Et il va donc prendre un dossier en main, le dossier Uramine. Et ce dossier Uramine, je vais vous le raconter, vous allez voir, c'est une histoire incroyable. Alors, ce Saif Durbar, donc, il va gérer le dossier Uramine. Il va devenir un intermédiaire dans cette histoire avec le dictateur Bozizé. Et donc, comme il est intermédiaire avec Areva, donc, en fait, Uramine, c'est une société franco-canadienne qui appartient à Areva. Dans ce package, il y a des mines en jeu. Il y a une mine en Namibie, une mine en Afrique du Sud et 10 sites d'enrichissement d'uranium en Centrafrique, à Bukaman. Et donc, ces sites ils vont faire l'objet de commissions, bien sûr.
Alors lui, le Saïf Dubar, donc il est nommé vice-ministre des Affaires étrangères hein, à cette époque-là. Hein, et donc il va jouer un rôle, bien sûr, d'intermédiaire. Il va toucher de l'argent aussi. Et en fait, cette escroquerie va coûter 1,4 ou 1,9 milliard avec les commissions. Et il y a des commissions qui sont payées dans le dossier. Donc ce dossier Uramine, il est géré par Saïf Dubar. C'est un pote à Bozizé, c'est un affairiste, c'est un escroc. Je vous ai raconté l'épisode là tout de suite du C130 qui était pourri. Il va être nommé vice-ministre des Affaires étrangères et donc il va être intermédiaire dans le dossier Uramine. Alors Uramine, c'est une société franco-canadienne qui appartient à Areva. Dans ce package, il y a un site minier en Namibie, un site minier en Afrique du Sud et 10 sites miniers en Centrafrique à Bukaman, le plus important. Et donc, ces sites miniers en Centrafrique vont être l'objet d'études par le commissariat à l'énergie atomique. Et chaque fois quand ils vont venir en Afrique du Sud sur une période de temps, Richard Volange il sera toujours là pour voir le travail, pour sauver le travail des géologues. Donc, il connaît parfaitement. Et en fait, tout de suite quand Areva a acheté ces mines, ils vont pas pouvoir l'extraire parce que le prix du marché est trop bas. Donc, en 2000, le prix de l'uranium va exploser. Donc là, Anne Lauvergeon va remettre la machine en marche en Centrafrique et va vouloir créer un dispensaire, un petit hôpital, une petite école. Mais le problème, c'est que la pollution de l'uranium au niveau de la nappe phréatique et au niveau de l'air, donc ça pose problème. Et en échange, l'Afrique du Sud accepte que Areva exploite ces sites en échange d'un petit hôpital, d'un petit dispensaire, d'une école. Donc il y a un arrangement qui est trouvé entre l'État centrafricain, tout ça. Donc, alors, tout ça, ça va se mettre en marche, mais il y a des petits problèmes, quoi. Alors, le Saïf Dubar, en fait, il est recherché par la justice française, la justice anglaise à Londres, et il déambule au palais du dictateur avec 10 gardes du corps. Il y a des frictions entre Saïf Dubar qui déteste la DGSE et son travail de Richard Volange. Et donc, le palais présidentiel conseille à Richard Volange de faire profil bas. Ils lui ont dit comme ça, si tu tombes, on ne sait pas qui va te pousser dans le fleuve. Et la DGSE dit à Richard Volange d'arrêter de faire des recherches, de faire profil bas. Et il est convoqué un jour au palais présidentiel et le dictateur lui dit ne t'inquiète pas pour Saïf Dubar. J'ai téléphoné à Joubert et à Maréchal à l'Élysée. Ce sont des conseillers de Nicolas Sarkozy. Il lui a dit ils vont s'occuper de lui. Et effectivement, il est arrêté à à Paris, pardon. Il va faire quelques mois de prison à la santé. Et tout ça avec un statut de vice-ministre des Affaires étrangères. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc, il est convoqué, Richard Volange, au palais du dictateur François Bozizé. Il est convoqué parce que Bozizé il a une annonce importante à lui faire. Il lui dit tu es ici chez moi dans mon pays. Je veux une commission de 8,5 millions d'euros. Et donc Richard Volange, il s'étouffe. Il dit, comment, monsieur le président? Il a dit, oui, il faut bien qu'on me bouffe. Et il éclate de rire. Donc il réclame ses 8,5 millions. Et François Bozizé, il a touché 8,5 millions d'euros d'Areva. Et donc, pour fêter ça, Bozizé est convoqué il est convoqué par Nicolas Sarkozy pour faire une visite à l'Élysée. Donc il arrive avec son Premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, son ministre des Mines. Et en fait, c'est Areva qui paye tous les déplacements, les frais d'hôtel, l'hébergement, toute la délégation centrafricaine est prise en charge par Areva parce qu'Areva, il faut payer des commissions et donc ils ont intérêt les Africains ont intérêt à palper le pognon en Centrafrique, quoi. Donc ils arrivent à l'Élysée et donc c'est le Premier ministre qui raconte à Richard Volange qu'est-ce qui se passe. Donc ils arrivent à l'Élysée, sont accueillis par Sarkozy. Dans la pièce, il y a Anne Lauvergeon. Il y a deux réunions. La première réunion, c'est avec Anne Lauvergeon, qui est la big boss d'Areva. Hein, si vous avez suivi le dossier Uramine, c'est un dossier de corruption, hein, d'arnaque et d'escroquerie. Et donc elle pointe directement du doigt comme ça accusateur. Elle était méchante, quoi. Elle crie sur le ministre des Affaires étrangères. Elle lui dit, toi, t'es un escroc, tu fais n'importe quoi à l'hôtel, tu commandes du champagne,
En fait, le ministre des Affaires étrangères, il faisait n'importe quoi à l'hôtel et c'est Areva qui paye, quoi. Donc il a sûrement dû commander du champagne, des vêtements, enfin on peut s'imaginer tout et n'importe quoi dans un hôtel pour dépenser de l'argent. Donc elle ne va s'en taper une crise de nerfs, elle lui dit t'es un escroc, tu demandes des commissions, tu veux de l'argent, tout ça sous les yeux de Nicolas Sarkozy. À l'énergie des mines, il y avait le ministre de l'énergie des mines, celui-là il est connu comme un affairiste qui fait des affaires en Afrique du Sud, dans le livre on le décrit comme ça, dans les mémoires de Richard Volanges, et en fait lui il a fêté en 2007 son premier 1,5 million qu'il a gagné, quoi. Dans cette histoire aussi. Et au final, Areva va dépenser 1,4 milliard d'euros dans cette histoire. Et lors de la deuxième réunion au Palais de l'Élysée, toujours, donc François Bozizé est convoqué dans le bureau de Sarkozy. Et Sarkozy lui remonte un peu les bretelles. Il n'est pas très chaud avec Bozizé, le courant ne passe pas. Et en fait, cette réunion se termine dans le froid. Bozizé rentre en Centrafrique, il ne veut plus parler avec Richard Volanges, hein, le chef de poste de la DGSE en Centrafrique. Et un jour, il va le convoquer et il va lui dire, il va faire semblant de rien. Bozizé va lui dire, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et en fait, pourquoi il a pu être convoqué? C'est parce que le ministre de la Sécurité publique, Richard Gouandja, qui avait fait bien son boulot au BND, au Bureau national de documentation, il a intercédé en faveur de Volanges auprès de Bozizé pour lui dire qu'il n'était pour rien du tout dans cette histoire du Ramin, quoi, avec Areva. Donc ils vont un peu se rabibocher, mais c'était plus comme avant. L'ambiance, elle est plus cool comme avant, parce qu'avant il était convoqué souvent. Donc les convocations vont se faire de plus en plus éloignées, quoi. Voilà. Un jour donc Richard Volanges reçoit un appel du ministre des Affaires étrangères centrafricain. Et ce ministre lui demande des nouvelles, il l'invite à aller manger. Il lui dit, je sais que tu aimes bien le carré gourmand au centre-ville, je te donne rendez-vous là-bas, et on va manger ensemble. Donc Richard Volanges, il accepte, mais Richard Volanges, il sent un piège. C'est-à-dire qu'il téléphone au président, au dictateur, au palais, et il lui dit, j'ai rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères, parce qu'en fait, Richard Volanges n'a jamais eu affaire avec lui, n'a jamais téléphoné avec lui, n'a jamais parlé, donc il n'a aucune relation avec lui. Et donc, il prévient le palais, et un quart d'heure après, le ministre des Affaires étrangères, il l'appelle et il annule le rendez-vous. Il y a aussi un épisode, par exemple, où on apprend aussi que le ministre de la Défense, c'est le fils de François Bozizé. Il l'appelle et lui dit votre truc de sécurité, ça marche pas, il faut laisser tomber. Et voilà, ils sont pas contents au palais contre Richard Volanges. Et on découvre aussi, par exemple, que dans le dossier Uramin, en fait, au total, c'est 1,8 milliard qu'ils ont perdu, plus les commissions africaines qu'il faut payer, quoi, pour les ministres et François Bozizé pour le dictateur. Et en fait, on voit aussi que, par exemple, au niveau des sources, ça commence à se tarir. Qu'en fait, ces sources, ils vivent sur l'argent de la DGSE, hein, ces renseignements qu'ils lui fournissent, ils sont payés par la DGSE, et ils sont toujours là, ils vivent que de ça, quoi. Les Africains, ils veulent toujours l'argent, l'argent, l'argent. Il y a aussi un épisode à la villa, donc il donne rendez-vous à une de ses sources à la villa. La source arrive avec un décret qui n'est pas encore publié au journal officiel de la République de Centrafrique, quoi. Et dans ce décret, c'est les directives économiques sur les diamants pour l'Afrique du Sud. Voilà. Donc il avait ce décret-là, quoi, en main, et donc il se méfiait de cette source aussi. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans le cartable de sa fille, et il a envoyé sa fille à l'ambassade. Il téléphone à l'ambassade, il demande à quelqu'un de l'ambassade de réceptionner sa fille à l'ambassade et de prendre ses documents et de les mettre au frais que quand elle arrive. Donc comment se termine en fait cette aventure en 2013-2014? Il y a un coup d'État de François Bozizé. En fait, il voulait l'indépendance, François Bozizé, de ses partenaires tchadiens, parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, les Tchadiens faisaient la guerre, c'était leur précaré, la Centrafrique, ils faisaient la guerre aux Séléka. Les Séléka, c'est des rebelles qui ne veulent pas du dictateur François Bozizé. Mais les Tchadiens vont laisser tomber François Bozizé à cause des affaires qu'il faisait avec l'Afrique du Sud. C'est ce qu'il dit Richard Volanges dans le livre, quoi. Donc, il va perdre son pouvoir en 2013-2014, c'est terminé François Bozizé. Il s'est réfugié en Ouganda, il n'a plus de nouvelles de François Bozizé. Voilà, Richard Volanges, il n'a plus de nouvelles de lui. Donc il est en Ouganda, François Bozizé, avec ses millions qu'il a touchés, quoi, à gauche, à droite. Donc voilà pour l'épisode de la Centrafrique. Hein. C'est pas mal, hein. Ça nous permet de voir un peu qu'est-ce que fait la DGSE en territoire africain. Mais il dit pas tout, hein. Bien sûr, il donne pas beaucoup de noms. Hein. On a juste le nom de Richard Gouandja.
le premier directeur du BND, Seif Durbar, l'escroc, le affairiste, là, qui est devenu vice-ministre des Affaires étrangères, qui est intermédiaire qui arriva pour les commissions. Voilà, il n'y a que deux noms. À part, maintenant, moi je sais qu'il y avait le vice-ministre, mais vous savez, si vous voulez comprendre un peu le Tchad, il y a des chercheurs sur YouTube qui ont fait des petits séminaires et qui ont fait des études sur les rebelles au niveau du Tchad, qui fait quoi, qui attaque qui est très bien fait. Je mettrai un lien, moi je l'ai regardé, je l'ai suivi, ça m'a permis de comprendre un peu le Tchad, comment il fonctionnait sous la présidence française à l'époque de Sarkozy. Donc tous ces pays d'Afrique, c'est des marionnettes, hein, c'est des dictateurs, ils sont là à la tête des pays et ils fonctionnent les uns avec les autres. Quand il faut envoyer des armes, l'armée française met un C-130 à disposition. Voilà quoi. Donc ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'il y a beaucoup d'argent en Afrique, que les peuples ils crèvent de faim, que les richesses minières sont exploitées par les Occidentaux grâce à la politique étrangère de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui lui définit la politique étrangère vis-à-vis des pays africains. Donc c'est comme ça que ça marche la Centrafrique. Le Parlement français, notre Parlement, nos élus n'ont pas droit ni une voix au chapitre. Ils ne peuvent rien faire contre ça. Donc cette situation ne va pas changer en Afrique avec la France. Ça va continuer de plus belle. Hein. Donc ça sera des coups d'État sur coups d'État. On verra qui va gagner, quoi. Donc c'est terminé pour l'épisode. Je vous retrouve pour un autre épisode que je vais vous raconter à Djibouti. Voilà.